Bon, très bien. Eh ben, bonsoir à tous, bienvenue à cet apéro, la confrérie du rhum en direct. Voilà, bon, bah, écoutez, santé à tous, la santé avec le confinement. Alors, sachez que pour les questions, je vais avoir un peu du mal à les voir de loin, mais je vais essayer de les voir sur l'ordinateur. Voilà, donc n'hésitez pas à poser des questions tout au long de la présentation. Ce que je vous propose, le format qu'on va suivre, un peu différent de mes prédécesseurs pour les confréries du rhum en direct avec François et d'autres. L'idée c'est, je vais vous faire une petite présentation, un petit retour en arrière pour vous expliquer ce que c'est Compagnie des Indes et qui je suis, parce que peut-être que tout le monde ne connaît pas. Voilà, donc on va faire ça sur 20-30 minutes. Je vais essayer de vous présenter quelques rhums, la philosophie, la manière que j'ai de travailler avec Compagnie des Indes, et puis après ça, bah, on a 1 heure et demie. Allez, on va se donner 2 heures au total pour que ceux qui ont faim après leur petit apéro puissent aller déguster un bon dîner du vendredi soir. Voilà, donc une petite vingtaine, trentaine de minutes de présentation, et puis après, je vous propose de me poser des questions sur en dessous de l'image Compagnie des Indes, en dessous de l'annonce de la masterclass. Voilà. Donc bonsoir à tous, bienvenue. Bienvenue Moussaillon, comme j'ai l'habitude de le dire. Je commence à avoir l'habitude de parler à une caméra, c'est un peu bizarre d'habitude, ou à un téléphone. D'habitude, je fais ces présentations un peu partout en France, en Europe et dans le monde, devant des barman, des consommateurs. C'est quand même plus chaleureux et plus sympa que de parler tout seul devant sa caméra. Mais bon, on s'y fait. Hier matin encore, j'avais une présentation avec des barman australien. Voilà, donc on arrive à vendre finalement des bouteilles à l'autre bout du monde en restant dans son bureau, comme vous pouvez le voir, un bureau un peu tiki, un bureau un peu coloré. Donc santé à tous. Voilà, là, je déguste un petit peu de Cayman, forcément. On va pas s'en plaindre. Alors écoutez, Compagnie des Indes, qu'est-ce que c'est? Compagnie des Indes, c'est une marque que j'ai commencée, que j'ai lancée il y a à peu près 6 ans. Donc moi, qui je suis Florent Beuchet, inconnu au bataillon, aussi peut-être un moussaillon. Vous voyez, j'ai pas encore ma casquette de capitaine, quoique elle est pendue juste à côté, mais peut-être qu'à la fin de la soirée, j'aurai ma casquette de capitaine. Et donc moi, je suis issu d'une famille de viticulteurs, bourguignon d'origine, je suis né à Dijon. On a un bar à cocktail avec des amis à Dijon aussi qui s'appelle Monsieur Moutarde. Forcément, Dijon, la moutarde, mais Dijon, qui dit Dijon, dit aussi la Bourgogne, et la Bourgogne et ses bons vins. Voilà, donc depuis tout petit, je baigne dans les vins de Bourgogne. J'ai un master spécialisé en commerce international, vin et spiritueux, que j'ai fait à l'école de commerce de Dijon. Et j'étais prédestiné à travailler dans le monde du vin. Et au final, j'ai basculé du côté obscur de la force, puisqu'aujourd'hui, je travaille dans le monde des spiritueux, et plus précisément, avec grande passion dans le monde des rhums. Donc je m'en plains pas. Comment j'y suis arrivé? C'est parce qu'à la fin de mon master, j'ai eu l'opportunité de partir aux États-Unis, travailler pour une marque de rhum qui s'appelle Banks Five Island Rum. C'est une marque qu'on voit plus trop, qui a été rachetée depuis par la multinationale Bacardi. Voilà, donc Banks Five Island, c'est un blend de rhum de différents pays. Il y a un blanc et puis il y a un ambré. Donc pendant 18 mois, j'étais à New York avec 2 bouteilles de rhum dans mon sac à dos et j'allais voir tous les meilleurs bars de la ville. J'avais la chance de rencontrer les meilleurs barman, les plus grands rhum aficionados des États-Unis, et grâce à eux, j'ai beaucoup appris sur le monde du rhum. Voilà, donc voilà comment j'ai mis un pied dans le monde du rhum. Voilà comment je suis passé du côté obscur de la force. Au retour de ces 18 mois aux États-Unis, donc je suis rentré à peu près avril 2013, je suis arrivé en Europe et je me suis rendu compte que le rhum, ça avait vraiment beaucoup d'intérêt pour le consommateur européen, la France, l'Europe en général. Mais malheureusement, à l'époque, les rhums vendus, ils n'étaient pas toujours très honnêtes. Donc ma philosophie, ça a été d'implémenter un peu ce que j'ai appris dans le monde du vin, l'idée du terroir, le prendre du monde du revin et le mettre dans le monde du rhum. Donc des rhums de terroir, des rhums représentatifs de leur terroir d'origine, des rhums qui expriment leur propre caractère. Voilà la philosophie de Compagnie des Indes. La marque, donc, Compagnie des Indes, il fallait trouver une marque à l'époque. J'ai lu pas mal de livres autour du rhum. On me demande souvent pourquoi la marque Compagnie des Indes. Tout le monde a l'impression que c'est une marque qui existe depuis des centaines d'années. Alors c'est une société qui existe depuis des centaines d'années, mais pas la marque. Donc la marque, elle n'existe que depuis 5 ans, la marque de rhum en tout cas. Il y a des épices aussi, il y a un très bon producteur d'épices et de thé qui s'appelle Compagnie des Indes aussi, que je recommande, basé à Paris, ils ont une boutique à Paris. Donc Compagnie des Indes, pourquoi? Parce que c'est le XVIIe siècle, c'est la découverte, c'est les voyages en bateau, en galion, et c'est aussi le moment de la découverte de certaines colonies, et aussi l'expansion, l'export du rhum à l'époque, donc l'import du rhum en Europe, puisque les Compagnies des Indes, elles importaient du rhum en Europe, donc
je continue la tradition. En plus d'importer à l'époque des épices, en plus d'importer des étoffes, des métaux précieux, voilà, elles importaient du rhum et c'est ce que je fais aussi encore aujourd'hui avec Compagnie des Indes. Donc comprenez-le bien, Compagnie des Indes, moi je ne suis pas un distillateur, en tout cas je ne suis pas un distillateur de rhum. On distille avec mon père dans le Doubs de l'absinthe, on est associé dans une distillerie d'absinthe et de liqueurs de plantes à Pontarlier, la distillerie Émile Pernot, donc là il arrive qu'on distille. Pour le coup, pour le rhum, je ne distille aucun des rhums que vous allez déguster, ce n'est qu'une question de sélection, un peu comme un affineur de fromage. Si vous êtes de la région, Moutier-Haute-Pierre, le Doubs, cette magnifique région bordée par les montagnes du Jura, il y a le comté. Et le comté, qu'est-ce qu'il y a? Il y a des affineurs de comté. L'AOC comté, en fait, elle oblige, si vous voulez, trois intervenants. Le producteur, donc le fromager, celui qui va faire le lait. En fait, il y a le fromager ensuite, lui qui va faire la meule fraîche, et enfin l'affineur qui lui va recevoir la meule fraîche et qui va la brosser pendant 6 mois, 12 mois, 18 mois, ou même plus, et qui décidera de la vendre quand elle est arrivée à maturité. Je fais pareil avec les rhums, je sélectionne les rhums un peu partout dans le monde, je les importe en France, j'ai mes entrepôts dans le Jura d'ailleurs, dans le Jura Bressant, à Blétrand. Voilà, des entrepôts qui appartiennent à la brasserie Rouget de Lille, qui produit de très bonnes bières, mais aussi des bons whisky français. Donc Bruno Mangin, que je salue s'il me regarde, qui me prête une partie de son entrepôt dans lequel je fais vieillir, voilà, maintenant mes rhums. Alors, on parlera un peu plus tard de l'entrepôt. Il est important de comprendre que les embouteilleurs indépendants, ça veut un peu tout et rien dire. Aujourd'hui, les embouteilleurs indépendants, dans le monde du whisky, on les connaît bien, Signatory Vintage, Gordon & MacPhail, pour ceux d'entre vous qui sont fans au-delà du rhum, des spiritueux en général comme moi. Les embouteilleurs indépendants dans le monde du rhum, il y a un peu de tout et de rien. C'est un peu comme dans le monde du whisky. Il y a ce qu'on appelle les armchair bottlers, ça veut dire les embouteilleurs qui sont assis sur leur chaise de bureau, les coudes sur les accoudoirs et puis qui envoient des emails. Ces gens-là, ils ne toucheront jamais le rhum, ils le goûteront peut-être, ils ne toucheront jamais le fût. C'est pas eux qui vont faire leur dilution, c'est pas eux qui ont une maîtrise sur le spiritueux, qui vont embouteiller et qui vont expédier. C'est des gens qui créent une jolie bouteille, qui créent une jolie marque, qui font des jolis packaging, qui sont forts en marketing, mais qui au final n'ont pas vraiment de valeur ajoutée quand il s'agit de faire vieillir son rhum, de choisir le fût dans lequel on va le mettre, à quel degré on va le mettre, comment on va le soutirer, comment on va le filtrer, comment on va le diluer, comment on va l'embouteiller. Toutes ces choses-là, nous, à Compagnie des Indes, avec Béranger qui est à mon entrepôt, donc voilà, je suis content d'avoir Béranger depuis 1 an à l'entrepôt, puisqu'avant, j'arrivais pratiquement plus à tout faire entre les voyages, les sélections et les masterclass un peu partout en Europe. Maintenant, j'ai la chance d'avoir Béranger qui me soutient à l'entrepôt et qui passe ses journées à retaper les fûts, il refait les fûts, on réchauffe les fûts, on les re-remplit, on filtre les fûts, on les soutire. Je voulais vous mettre quelques photos de la manière qu'on a travaillé sur le groupe. Je ne sais pas si je vais y arriver. Bon, je verrai si je peux les poster après. En gros, voilà. C'est notre manière de travailler, on a nos propres entrepôts, on ne fait pas que créer des belles bouteilles et une marque, on a aussi notre valeur ajoutée. Tout ce qui va autour de la création du rhum, on le maîtrise, c'est important. Voilà, donc ça, je pense que c'était important de le dire. Compagnie des Indes, vous connaissez peut-être à travers les blends, mais aussi peut-être à travers les single casks que j'ai fait au cours de ces dernières années. 6 blends. On parle pour les Français, les Belges, enfin en tout cas là je parle en français donc c'est surtout un public francophone qui m'écoute. Les blends, on les retrouve un peu partout en Europe. Après pour le grand export, on ne trouve pas toujours toutes les références. Il y a 6 blends qui sont récurrents. Le Tricorn, le Caraïbe, le Latino 5 ans d'âge, le Jamaïca 5 ans d'âge à 43 degrés, le Jamaïca 5 ans d'âge à 57 degrés, et enfin le West Indies 100% 8 ans d'âge. Quand j'ai un âge sur mes bouteilles, 100% de ce qu'il y a dans la bouteille, c'est de cet âge-là. Pas de Systema Solera à la con, pas de Systema bullshit, Systema Solera bullshit, j'adore le mot bullshit, je trouve que ça va tellement bien au mot Systema Solera. Systema Solera, c'est pour les pirates, nous, on n'est pas des pirates. Vous voyez, hein, les pirates, nous, on leur fait la peau. Voilà. Bon, donc tout ça pour dire, pas de Systema Solera, des rhums honnêtes, authentiques, des rhums dans lesquels il n'y a pas d'additifs. Souvent, les gens ils s'imaginent rhum, rhum c'est sucre, rhum c'est vanille, rhum c'est coloré, c'est caramélisé, c'est facile, c'est rond. Moi, je voulais montrer aux consommateurs que le rhum, ça peut être plein de choses à la fois. Il y a tellement d'arômes, il y a tellement de diversité dans
si vous voulez, dans dans le panel d'arômes qu'on a dans le monde du rhum. C'est magnifique. Donc voilà, moi j'embouteille des rhums honnêtes, sans colorant, sans ajout de vanilline, sans propylène glycol ou glycérol. Ça c'est ce qu'on retrouve dans les cigarettes électroniques, les machines à fumer en boîte de nuit et les lubrifiants sexuels, pour information. Et quand il y a du sucre dans mes rhums, j'ai au moins l'honnêteté de le dire. Le sucre, bientôt, on aura le droit d'en mettre que 20 grammes par litre maximum à partir de 2021. Moi, quand j'ai commencé, j'ai mis un peu de sucre. Bon, c'est vrai que c'était difficile pour moi de mettre du sucre dans certains de mes entrées de gamme. Il n'y en a que 3 de tous mes rhums qui contiennent du sucre. Le Caraïbe et le Latino, c'est 15 grammes par litre. Le Jamaïca, 43 degrés, c'est 10 grammes par litre. Sirop de sucre de canne bio liquide, ça vient de la canne à sucre, ça va dans un alcool de canne à sucre. Voilà. Donc, si on met du sucre dans ces spiritueux, il faut au moins avoir l'honnêteté de le dire au consommateur et pas lui dire que c'est parce que le fût il a vieilli à tel endroit dans l'entrepôt ou à tel mètre d'altitude que le rhum il est plus rond et plus gourmand. Voilà. Si on a du sucre, ayons au moins l'honnêteté de le dire et de rendre le monde du rhum plus transparent, c'est important. Donc les blends, je ne vais pas m'attarder trop dessus. Pour ceux qui ne les connaissent pas, vous pouvez aller voir sur le site internet. On a des fiches techniques que vous pouvez même télécharger. Il y a toutes les informations dessus. Rapidement en termes organoleptiques, le tricorne c'est un rhum top pour les blends, pour les cocktails pardon. Un daiquiri, un mojito, tout ce qui contient des agrumes, ça marche très très bien. Donc c'est un assemblage des 3 types de rhum du monde, sans sucre, 43 degrés d'alcool. Voilà, le Caraïbe et le Latino, ça c'est les rhums de potes. On pose ça sur la table, quand on n'est pas en période de confinement et qu'on a les amis à la maison. On pose ça sur la table, tout le monde est capable de l'apprécier. C'est facile, c'est gourmand. On n'a pas besoin d'être un gros geek, mais on n'a pas besoin d'être si on est néophyte, on l'apprécie aussi. Ensuite, les Jamaïcains. Les 2 Jamaïcains sont issus du même assemblage de départ, sauf qu'il y en a un qui est réduit à 43 degrés avec 10 grammes de sucre par litre, un autre qui est embouteillé à 57 degrés, ce qu'on appelle Navy Strength, 0 g de sucre. Ça, c'est vraiment une beauté, ce rhum-là. C'est Alice au pays des merveilles, ça part dans tous les sens, c'est gourmand, c'est puissant. On a une longueur en bouche exceptionnelle avec les 57 degrés d'alcool. Voilà, ça, c'est vraiment un must-have et un super rapport qualité-prix. Et enfin, le West Indies, le dernier venu de la gamme. West Indies, 100% 8 ans d'âge, une fois encore, hein, je vous le dis. L'âge sur les blends, il n'est pas en énorme sur le devant de la bouteille, parce que le but, c'est pas de vendre un âge. L'âge, ça ne veut rien dire. Parfois, on a des rhums très jeunes, très aromatiques, on a des rhums très vieux, peu aromatiques du tout. C'est pas dans mon intérêt de dire ça, parce que plus c'est vieux, plus on vend cher et plus on gagne d'argent. Mais moi, je préfère être honnête et transparent. Donc, ne vous focalisez pas sur l'âge, focalisez-vous sur les arômes. Voilà, donc l'âge, on ne le met pas en gros sur l'étiquette, on le met sur le côté. C'est un gage de qualité, 5 ans d'âge, 100% minimum de ce qu'il y a dans cette bouteille. C'est du 5 ans d'âge si j'ai mis 5 ans d'âge. Une fois encore, c'est pas une connerie de Systema Solera. Voilà. Donc voilà pour les blends. Les blends, tous les ans, vous pouvez les retrouver chez les cadistes. Il y a des petites disparités d'une année à l'autre. Peut-être si vous achetez le Latino cette année et le Latino l'année prochaine, il est possible que ce ne soit pas exactement le même, mais c'est ce qui fait la beauté du produit. C'est un peu de l'orfèvrerie ce qu'on fait quand on blende que 5-10 fûts par an ensemble pour faire un blend. Il est vrai que parfois, les arômes ne sont pas exactement les mêmes, mais une fois encore, on s'arrange pour que ce soit très très proche d'une année à l'autre. Ensuite, pour ce qu'il en est des single casques, les single casques, c'est pas compliqué, j'ai rien inventé. Vous avez qu'à essayer à la maison, vous pourriez le faire. C'est pas compliqué, on prend le rhum, le fût, comme il était dans le rhum, on reçoit le rhum dans le fût, on prend notre pompe, on filtre le rhum, on le sort du fût. Donc le filtre qu'on utilise, c'est à peu près un filtre à entre 3 et 30 microns, ça dépend. C'est l'équivalent d'un filtre à café, ça n'enlève aucune huile essentielle, ça n'enlève que certains résidus de charbon qu'on trouve dans les fûts de Bourbon, souvent dans les ex-bourbon barrels. Là, on a au fond, au bout de 5 ans, 10 ans, une pellicule de charbon qui est tombée. Du coup, on filtre pour ne pas avoir ce charbon dans les bouteilles. Mais en aucun cas, on ne fait ce qu'on appelle cold filtration. En aucun cas, on ne fait une filtration à froid. Cette filtration à froid, qu'est-ce qu'elle fait? Elle fige des huiles essentielles de manière à ce que quand vous mettez votre bouteille dans un frigo, le spiritueux ne trouble pas. Ça, c'est ce que veulent les multinationales parce qu'elles ont peur que les clients les appellent pour dire « Oh, mais attendez, c'est pas un rhum de bonne qualité, il fige. Il y a du trouble dedans. » Non, au contraire, ça, c'est un gage de qualité. C'est un rhum de grande qualité. Donc, nous, on n'enlève pas ces huiles essentielles parce qu'elles sont véhicules. Elles véhiculent certains arômes. Voilà, c'est important. Alors, les single casques, l'idée, c'était quoi? C'était de prendre le rhum comme il était et de le mettre disponible à mon consommateur
le plus représentatif possible de son terroir d'origine. Donc si on sélectionne un rhum du Salvador, un rhum d'Indonésie, un rhum du Fidji, de la Jamaïque, et ben voilà, c'est pas compliqué, on n'aura rien fait si ce n'est sélectionner le rhum, l'importer, parfois on va le faire vieillir plus longtemps chez nous, ce ne sera pas toujours le cas, parfois on va le recevoir et puis on va l'embouteiller directement, c'est aussi une question de trésorerie, vous comprendrez que ça fait que 6 ans que la société existe pratiquement, et forcément il faut avoir les reins solides pour avoir un gros stock. Alors je vois qu'il y a beaucoup de questions qui fusent, je vais y revenir juste après, je vous ai dit encore 5-10 minutes pour finir la présentation et je viens aux questions. Donc des single casques d'un peu partout, c'est un peu la beauté aussi des embouteilleurs indépendants, je pense à des gens comme Plantation ou Brother, voilà, des gens qui font vraiment les choses eux-mêmes, ça c'est important, des belles choses, on a la chance de pouvoir proposer à nos consommateurs des rhums d'un peu partout dans le monde et de les aider à découvrir des nouveautés. Je pense que j'étais le premier embouteilleur indépendant à sortir un rhum du Salvador, Australia, il n'y avait pas eu grand monde avant moi, je crois qu'il y a l'Esprit qui avait sorti Australia, Indonésie, je crois que je suis l'un des seuls à l'avoir fait. Voilà, donc l'idée c'est ça, c'est faire découvrir aux consommateurs un monde du rhum tellement divers et tellement varié, la beauté du monde du rhum. Donc des single casques disponibles en ce moment, justement il y a un Australien de 10 ans d'âge, un côté vraiment, je conseille de le déguster, c'est vraiment atypique pour un rhum, il a ce côté très terreux, végétal, pour ceux qui connaissent la Suze, le côté gentiane, racine de gentiane, eau de vie de gentiane que nous on connaît dans le Doubs. L'eau de vie de gentiane, c'est le digestif des papilles du Jura et du Doubs. On ressent vraiment ce côté terreux, animal, puissant dans cet Australien très très particulier. Voilà, l'Australien c'est de la distillerie Binley. J'étais censé être chez eux la semaine dernière, mais sur ma route pour l'Australie, je m'étais arrêté à Singapour et entre-temps j'ai fait demi-tour puisque le salon du rhum pour lequel j'allais à Melbourne a été annulé et du coup on a annulé la tournée commerciale en Australie. Donc je devais aller voir Binley, finalement ça ne s'est pas fait, mais sachez que l'Australien 10 ans disponible en ce moment, c'est l'Australien de chez Binley. Voilà, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Un Trinidad 16 ans exceptionnel, et puis forcément le Cayman, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, le Cayman, bah, ça c'est un blend, l'idée c'était de mettre en avant le savoir-faire d'un embouteilleur indépendant, le blend, comme dans les vins où parfois on va assembler différents types de cépages pour créer une belle harmonie, le Mourvèdre avec du Carignan ou de la Syrah pour les vins par exemple des Côtes-du-Rhône, et bien là l'idée c'était de prendre deux de nos plus beaux fûts et de les assembler ensemble pour faire un assemblage exceptionnel, pour créer une balance, une harmonie superbe. Voilà, donc c'est un rhum, un assemblage de 72 à peu près % de rhum de 1973 de Guadeloupe. Attention, c'est pas du pur jus, c'est de la mélasse. Et de rhum assemblé à l'époque Jamaïca-Guyana en 1993. Voilà, vieilli dans un seul fût. Donc ces deux fûts, donc voilà, des vieux rhums, j'ai pas mis d'âge sur la bouteille parce qu'une fois encore, je vends pas un âge, je vends un produit, je vends un arôme et c'est quelque chose de tellement puissant et tellement aromatique. Voilà, écoutez, que dire d'autre? Bon, bah, Compagnie des Indes aussi, de temps en temps, vous avez peut-être entendu des choses un peu, des produits, des embouteillages un peu rigolos. Je veux parler par exemple de l'October Rum. October Rum, qu'est-ce que c'était? C'était des rhums de Jamaïque vieillis dans des fûts, enfin finis dans des fûts de whisky à peu près 18 mois, dans des fûts de bière, pardon, à peu près 18 mois. J'avais laissé la lie de la bière dans le fût, ce qui fait que quand j'ai embouteillé le rhum, je ne l'ai pas filtré, j'ai voulu laisser cette lie de bière comme dans une bière refermentée en bouteille. Vous savez, au fond, on a cette petite, comment dire, cette petite pellicule et qui prouve la refermentation en bouteille. Et ben, j'ai voulu laisser cette même pellicule dans le rhum parce que c'est les lies qui sont mortes et ces lies mortes, comme dans les vins, elles apportent du gras en bouche et elles apportaient un peu ce côté, cet hybride entre rhum et whisky, rhum et bière qui était assez intéressant. Donc l'October Rum, ça, vous verrez, c'est une étiquette avec une jolie bavaroise et l'habit traditionnel bavarois. On n'en trouve plus beaucoup de l'October Rum, mais c'est peut-être l'occasion d'en ressortir un pour moi. On a fait le Caraïbe de Noël, forcément avec la distillerie de mon papa, la liqueur de sapin qu'on fait vieillir en fût. Et ben on a récupéré un fût de liqueur de sapin, on a mis le Caraïbe dedans. Forcément le Caraïbe de Noël, on imagine le sapin auprès du feu, le sapin avec les cadeaux. Et ben voilà, c'est ce qu'on a voulu faire, retranscrire à travers cette édition Caraïbe de Noël. Et puis une édition qui est un peu suivie par les collectionneurs, le boulet de canon. Ça c'était quoi? L'idée c'était de... Si vous voulez, l'idée c'était d'apporter un arôme fumé dans le monde du rhum par différents procédés, parce que j'aime tout ce qui est fumé, j'adore les whisky tourbés, et du coup, qu'est-ce qu'on fait? Ben, en fait, tous les nombres pairs, ce sont des finishes en fût de whisky tourbé pour ce rhum, tous les nombres impairs, ce sont des choses bizarres, des choses impaires,
Pour le numéro 3, qu'est-ce qu'on a fait? On a pris les 2 thés les plus fumés au monde, le Tari Lapsang Souchong et le Tiger Tea. Donc on a mélangé, en fait j'ai fait 120 litres, 150 litres de thé. Je les ai laissés refroidir pendant la nuit en chambre froide. Le lendemain matin, au lieu de diluer mon rhum avec de l'eau, j'ai dilué le rhum avec le thé fumé. Ça a apporté une certaine amertume et aussi ce côté fumé qui était assez intéressant. Donc c'était pas un rhum, c'était un spice rum au final. Le numéro 5, un truc assez rigolo. Numéro 5, on a emmené nos fûts dans le tuyé, ce qu'on appelle un tuyé dans le Doubs, c'est là où on fume on fait de la salaison, donc on fume les saucisses de Morteau et les jambons de montagne du Doubs. Donc dans le village de mon papa, à Moutier-Haute-Pierre, il y a un petit boucher super sympa, Jean-Marie, voilà, qui m'a donné l'autorisation de mettre mes fûts pendant 2 mois dans son tuyé, ce qui fait que les fûts sont imbibés de ce côté fumé. On les a récupérés, on a refermé d'un côté, on les a rendus hermétiques en mettant de la vapeur à l'extérieur, on a mis le rhum dedans, et pendant 6 mois, le rhum s'est imbibé de ce côté très fumé, très puissant. On a vraiment le côté saucisse de Morteau pour ceux qui connaissent en bouche, sinon c'était vraiment le côté bacon fumé, vraiment très intéressant, un peu ce côté sauce barbecue, top quoi, top. Et le 7, la dernière version, l'embouteillage numéro 7, c'était un spice rum aussi. Là, l'idée c'était de ressortir les arômes de la poudre à canon dans un rhum, donc une macération d'épices et de plantes et de fruits séchés dans le rhum pendant entre 24 heures et 2 semaines. Donc de la jujube fumée, c'est une date japonaise qui est fumée pour être séchée, ainsi que du poivre rose, du bois de gaillac, du clou de girofle, voilà, quelques petites épices assez rigolotes. Et le numéro 8 qui sortira bientôt cette année, on a repoussé un peu la sortie forcément, ça sera un finish en fût de whisky tourbé, fût de l'Afroeg, voilà. Voilà un peu pour ce qu'il en est de la marque Compagnie des Indes. Vous pouvez nous suivre sur Facebook. On a même un petit groupe qui s'appelle Compagnie des Indes Rum Collector, créé par un caviste hollandais. Donc si vous collectionnez certaines bouteilles ou vous cherchez certaines bouteilles, il y a José Girona, un de mes plus grands fans, qui se fera un plaisir de vous orienter. Voilà, il a plus de bouteilles de rhum Compagnie des Indes que moi, j'en ai chez moi, ou même dans mon bureau. Donc voilà, n'hésitez pas. Que dire d'autre? Bon, bah écoutez, on va passer aux questions. Alors, ça va être un peu difficile, je vais aller regarder sur l'écran, puisque je suis derrière mon pupitre. Alors je vais essayer de remonter. Déjà j'en avais 2, je vais commencer par les 2 que j'avais, et puis après je vais redescendre. Alors bonjour, tout le monde dit bonjour, tout le monde est très poli, c'est une très bonne chose. Voilà. Où achètes-tu tes chemises? Bon, ça va être rapide pour répondre. C'est un peu partout dans le monde. Dès que je voyage, j'en achète sur l'île de Grenade. Celle-là, elle vient du Texas, à Austin. Voilà, un peu partout. Dès que je peux, dans des thrift stores. J'adore les thrift stores, les friperies, donc j'y vais. Samuel Pitarche. Salut Sam. Donc nos amis de chez Savannah. Merci Samuel de m'écouter. C'est le dîner à La Réunion. Et ben écoute, bon appétit à toi. Allez, j'avance. La Bourgogne, boum, les meilleurs. Tout à fait d'accord avec toi. Coucou du Nord, les meilleurs aussi dans le Nord, très bien. Allez, bon, bah écoutez, il n'y a pas tant de questions que ça. Les amateurs de rhum, c'est pas des pirates. Non, les amateurs de rhum, c'est pas des pirates. Ce sont les pirates qui essaient de les induire en erreur. Ne vous laissez pas avoir, ne vous laissez pas aveugler par le chant des sirènes. Comme on dit, vous savez, il y a cet épisode du Pirate des Caraïbes où il y a ce chant des sirènes. Il ne faut pas regarder les sirènes, il ne faut pas les écouter. C'est pareil, les pirates, c'est la même chose. Ils veulent vous faire acheter leurs bouteilles parce qu'elles sont pleines de colorants. Elles ont un joli système à soleil et puis un gros chiffre dessus. Ne les écoutez pas. Écoutez les embouteilleurs indépendants, écoutez les producteurs honnêtes. Je parle de Savannah, bien sûr. Je parle forcément la majeure partie des producteurs des dom-tom français sont des producteurs honnêtes aussi parce qu'ils doivent respecter comment ça s'appelle, l'AOC. Alors pourquoi je n'aime pas le Solera? Parce qu'une fois encore, je l'explique, c'est pas la technique qui me dérange. La technique du Solera, c'est une technique authentique et traditionnelle dans le monde du sherry en Espagne. Ces vins qui sont oxydatifs, un peu comme le vin jaune qu'on connaît en France. Le Solera, le problème, c'est que ça n'a jamais existé dans le monde du rhum. Enfin, du moins, je pense que tout ce que ça a créé, c'était une idée marketing pour pouvoir vendre des rhums plus vieux qu'ils ne le sont et vous faire croire que vous achetez quelque chose de plus vieux. Je me bats pour ça parce que quand les consommateurs voient sur les étagères un rhum de soi-disant 23 ans d'âge à, je dis n'importe quoi, 60 €, à côté de mon rhum de 6 ans d'âge qui est à 50 €, les gens se disent pourquoi acheter un rhum de 6 ans d'âge à 50 € quand je peux avoir un rhum de 23 ans d'âge, en plus très coloré,
à 70 euros. Voilà, donc l'idée c'est qu'on vous lèse, ne vous les faites pas avoir. Une fois encore, il y a plein de bons producteurs de rhum. Suivez la confrérie du rhum, suivez les groupes de fans de rhum, vous verrez, vous en apprendrez beaucoup. Voilà pourquoi j'aime pas le système à Solera. Bonjour, merci d'avoir accepté ton live. Je t'en prie, Jerry, avec plaisir. Vidéo galère, mais super. Ok. Bon, alors, je crois que j'ai pas trop de questions. Ah si, une autre question. Je n'aime pas comme beaucoup de remises car ce ne sont pas des rhums transparents. Voilà. Bon, bah merci. Il y a des gens qui répondent pour moi, c'est top. New Yarmouth, Appleton, des choses dans les tuyaux. Peut-être, mais est-ce que ça sera à bon prix? Je suis en train de calculer tout ça, on verra. Guyana dans les tuyaux, certainement. Denis Reynard, salut Denis. Lolo, je ne le polémiquerai pas. Bon, alors j'ai d'autres questions que j'avais eues avant sur la page du live. Donc j'avais une question de notre cher ami Roger Caroni, qui anime avec Jerry Gitani, notamment Benoît Baye, ce superbe single cast, ce podcast que je vous conseille à tous d'écouter. Moi, quand je passe beaucoup de temps en voiture pour aller faire mes masterclass, eh ben, j'écoute toujours le single cast. D'ailleurs, il ne dure pas assez longtemps vos épisodes, mon cher Benoît, mes chers collègues. Il faudra faire des épisodes un peu plus longs parce que je les passe trop rapidement. Alors, question de Roger Caroni. 3 questions pour Roger. Sur quelle base je décide de faire des finishes? Alors, il est vrai que je n'en ai pas parlé, mais il est vrai que parfois, je fais des finishes. Alors, je vous montre. Les finishes, ce sont des bouteilles comme ça. En gros, il y a des rayures dessus. C'est des single cask finish, contrairement aux finishes normaux où là, c'est juste des couleurs ou des dessins derrière. Les single cask finish, qu'est-ce que je fais? En fait, je prends un rhum qui a déjà une maturation certaine et je vais le passer pendant 6 mois, 8 mois, 12 mois, 24 mois dans un fût en particulier pour lui apporter des arômes. Alors, il est vrai que ma philosophie, c'est plutôt de laisser le rhum exprimer son propre caractère. Vous me direz, pourquoi faire des finishes? Pourquoi faire des finishes? Parce qu'effectivement, les rhums que je sélectionne au départ, ce ne sont pas des rhums, comme tu me demandais, Roger, qui sont, si vous voulez, défectueux. Ce sont des rhums qui, en général, ont besoin d'un peu de kick, quoi. Ils ont besoin qu'on leur mette un petit coup de pied aux fesses pour s'exprimer véritablement. Donc, en général, c'est des rhums assez légers, assez faciles, et qui, de par ce finish, vont réussir à être encore plus opulents. C'est comme si on habillait un gentleman, quelqu'un de très classe, mais qui, une fois bien habillé, bah, là, on voit vraiment la posture de la personne. L'idée, c'est ça. Donc, en général, c'est minimum 6 mois un finish. Au-delà de 24 mois, je pense que ça, il n'y a pas de côté légal là-dessus, mais moi, j'appelle ça, au-delà de 24 mois, une double maturation. Voilà, ça dépend des producteurs, on appelle ça un peu comme on veut, il n'y a pas de côté légal autour de ça, c'est comme le small batch. Sachez que le small batch, en fait, certaines multinationales vont marquer small batch sur leur bouteille et ça sera 1 million de bouteilles. Pour moi, le small batch, c'est pas plus de 5 ou 10 fûts mélangés ensemble, parce qu'une fois que vous mélangez au-delà de 10 fûts ensemble, eh ben si vous voulez, vous allez homogénéiser les arômes de chaque fût et on aura du mal à faire ressortir la typicité de chaque fût dans un assemblage, dans un small batch. Donc voilà. Alors, donc un single cask, un seul fût, par exemple celui-là, Guyana, c'est un Guyana de 10 ans d'âge que j'ai mis pendant 24 mois, donc presque une double maturation, pendant 24 mois dans un fût de Madère. Donc là, il a vraiment le temps d'imbiber les arômes qui avaient été laissés par le Madère dans le fût. Voilà, c'est ça l'idée. Ce rhum, déjà assez intéressant, qui va s'habiller, qui va se construire, qui va changer un peu son caractère grâce à ce finish. Donc voilà un peu pour répondre à ta première question, mon cher Roger. Deuxième question, est-ce que des embouteilleurs indépendants achètent encore du rhum chez moi? Il est possible effectivement, parfois certains embouteilleurs indépendants m'achètent du rhum. Il est possible aussi qu'on fasse des échanges parfois avec des embouteilleurs indépendants de rhum, parfois même avec des embouteilleurs indépendants de whisky. Voilà, donc sachez-le, je reçois de temps en temps des embouteilleurs indépendants ou des embouteilleurs indépendants dans le devenir qui viennent sélectionner des fûts dans mon chai. Pour information, je n'ai pas beaucoup de fûts dans le chai, je suis toujours très transparent. J'ai entre 150 et 200 fûts en ce moment dans le chai. Vous voyez, c'est peu. Pour vous donner une idée, je crois que Plantation, ils ont à peu près 50 000 fûts. Je vous laisse faire le calcul. Je suis ridicule à côté d'eux. J'ai beaucoup de respect pour Alexandre Gabriel et toute l'équipe de Plantation. Mais oui, voilà, il faut bien commencer quelque part. Ils ont commencé de la même manière il y a 25 ans. Donc 150 fûts, ça paraît peu, mais en termes pécuniers, je peux vous dire c'est beaucoup. Et on n'a pas envie que l'entrepôt prenne feu. Et on n'a pas envie que le coronavirus dure trop longtemps non plus, je vous rassure.
D'ailleurs, je suis sûr que vous avez tous envie de pouvoir sortir boire des canons avec les amis plutôt que de rester chez vous. D'ailleurs, ça me fait penser un petit peu à consommer avec modération, ne l'oublions pas. Alors, troisième question de Roger. Qu'est-ce que c'était la troisième question de Roger? Oui, le top 5 de mes embouteillages. Quels sont les rhums qui me font encore faire waouh quand je les déguste? Alors, j'ai compris que c'était dans mes embouteillages que tu me demandais, Roger. Premièrement, c'est le rhum d'Indonésie que j'avais fait il y a à peu près 4 ans et demi. Un embouteillage, j'avais eu 5 fûts d'Indonésie 10 ans. Ça, c'était vraiment une fois encore Alice au Pays des Merveilles, ça partait dans tous les sens. C'était donc un Batavia Arak de 10 ans, ce côté tellement expressif du rancio, on avait le côté gâteau de riz en bouche, on avait cette petite amertume, un petit peu un côté vinaigré, vraiment très intéressant, un peu madérisé, c'était vraiment top. J'en ai gardé dans ma cave, parce que j'aime bien me ressortir une fois de temps en temps, c'est vraiment un rhum exceptionnel. Deuxième rhum que j'ai adoré, un Hamden vieilli uniquement maturation en fût de chêne français. Donc voilà, fût de chêne français, ça lui a donné quoi? Ce qui est intéressant, c'est que le chêne français il a un grain plus fin que le chêne américain. Et du coup, avec ce grain plus fin, eh ben, on a un côté plus épicé. Donc le Hamden très opulent, très puissant, très caractériel, eh ben, il a réussi, ce fût de chêne français, à le dompter un peu, à créer une harmonie splendide entre le côté épicé et boisé du chêne français et le côté très expressif, opulent, fruité du jamaïcain de ce délicieux Hamden. Voilà, donc c'était un Hamden 16 ans, le JPF, il me semble. JHPF, je me souviens plus, 15, je crois, le numéro du fût. Voilà pour information. Le troisième, un Caroni 21 ans, embouteillé spécialement pour le Danemark, étiquette jaune, donc un Danish Bottling, Bottle for Denmark, 21 ans en brut de fût. Une bombe, ce côté suave, élégant, du velours en bouche. Un de mes derniers embouteillages, les deux derniers, c'est deux des plus récents embouteillages. Premièrement, un Trinidad 16 ans, brut de fût. Voilà, c'est vraiment ce côté réglisse, ce côté eucalyptus qui ressort, incroyable, une fraîcheur pour un rhum de 16 ans d'âge. On croque dans du pruneau, on a ce côté vraiment eucalyptus, Hollywood chewing gum pour un truc de 16 ans, c'est assez impressionnant. Et puis bah, bien sûr le Cayman, pourquoi? Parce que si vous voulez, c'est un monument historique, c'est ce côté tellement puissant du cuivre, c'est masculin, c'est chargé, c'est fumé, c'est suave, et ça reste longtemps en bouche, alors que c'est pas si fort en alcool, c'est 48, mais ça reste en bouche, c'est suave, c'est élégant, c'est facile, c'est puissant, c'est génial. Voilà, une autre question de Vidamistat. Le Caïman, donc question sur le Caïman justement, d'où m'est venue l'idée, quelle est la genèse derrière des produits comme le Caïman, et puis si j'ai bientôt des nouveautés, des choses bizarres qui vont sortir. Alors pour le Caïman, bah, l'idée c'était un blend, voilà comme j'en ai parlé tout à l'heure, un blend spécifique pour les 5 ans de la marque, montrer que nous les embouteilleurs indépendants, on est aussi des blenders, et c'est un peu notre valeur ajoutée, il faut savoir montrer qu'on sait faire des bons blends, parce qu'un blend parfois ça peut être exceptionnel, c'est mélanger des arômes de différentes provenances, des rhums différents, et réussir à en faire une harmonie intéressante, c'est ça le plus gratifiant pour nous, embouteilleurs indépendants, et c'était l'idée que je voulais montrer à travers Cayman. Des nouveautés, alors bon, bien sûr quelques nouveaux single casques qui vont sortir, des choses assez rigolotes, des origines, peut-être du pur jus, voilà, des choses un peu rigolotes, et enfin je travaille, là, pendant le confinement, j'ai réussi à trouver quelques épices et des rhums un peu plus légers pour tenter peut-être de faire un spice rhum. Alors vous me direz, un spice rhum c'est bizarre pour Compagnie des Indes puisque je veux montrer le terroir du rhum. Cependant, depuis le temps que je travaille dans le monde des cocktails, dans les bars à cocktails, que je rencontre des barman un peu partout dans le monde et puis je suis aussi associé dans un bar à cocktails, je me rends compte que quand on parle de spice rhum, c'est souvent une catégorie fourre-tout pour mettre des rhums très colorés avec plein d'extraits d'arômes, d'extraits d'orange amère, d'extraits de vanille, de colorants, de caramel, de réglisse. Au final, il n'y a que quelques marques qui sont véritablement honnêtes. Je pense par exemple à Chairman's Reserve, qui est un spice rum exceptionnel. Je pense que c'est l'un des seuls spice rum sur le marché qui a vraiment le contact à un moment avec des vraies épices, avec des vrais fruits séchés, avec des vraies épices. Et l'idée c'est ça, c'est peut-être de... Je ne sais pas encore si ça sera lancé ou pas, je fais mes essais, mais l'idée c'est ça, si c'est le cas, un spice rum
un véritable spice rum, un rhum qui touche des épices pour de vrai. C'est un peu l'idée. Voilà pour les nouveautés, c'est un scoop, gardez-le pour vous. Merci de m'avoir écouté, c'est important, c'est pour ça que je vous le dis. Alors, d'autres questions, j'avais d'autres questions, je regarde juste sur mon ordinateur 2 secondes, je vous prie de m'excuser. Alors, il y avait une question, j'essaie de retrouver les questions. Ah là 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 là, je suis mauvais en informatique. Alors, juste une seconde. Ah bah je me vois parler en plus. Ah voilà, il y a des questions. Alors, Vincent, alors la question de tout le monde. Alors, 70 commentaires, voilà. On va y arriver, hein. J'y arrive. Alors, j'avais une question de Thomas. Alors, il y avait deux questions de Thomas Rodriguez, quelqu'un que je connais bien. Bonjour Thomas, merci de m'écouter. Alors, première question, c'était sur la réduction de mes rhums, donc le type de réduction que j'utilise. Comment ça fonctionne? Quand on dit on va diluer un rhum, on va le réduire, c'est-à-dire qu'on va ajouter de l'eau dans un spiritueux, puisque dans le fût, en général, le spiritueux, on va le mettre dans le fût. Parfois, on va faire une prédilution, une dilution avant l'enfûtage, donc on va mettre de l'eau pour enfuter aux alentours entre 66 et 55 degrés, ça dépendra des producteurs. Nous, on fait aux alentours de 62 degrés. Pourquoi? Parce qu'en fait, en fonction du degré auquel vous allez enfuter votre rhum, le rhum va extirper différents types de molécules du bois et du coup, ça va créer différents types de rhum. Ça, c'est très important. Donc nous, notre réduction après la filtration, donc après avoir soutiré le rhum, après le vieillissement, avant l'embouteillage, cette dilution, on va la faire en plusieurs fois avec de l'eau osmosée. L'eau osmosée, c'est de l'eau à laquelle on a retiré tous les minéraux, tous les sédiments, une eau qui n'a aucun goût. Voilà, et donc on va la mélanger avec le rhum délicatement, environ 3 fois sur un mois. Un tiers d'eau, on mélange, on laisse reposer. Une semaine, on remet un tiers d'eau, on relaisse reposer, voilà, etc. Donc ça c'est important, de l'eau osmosée qui n'a aucun goût, qui ne crée aucune réaction. Il faut savoir qu'il y a ce qu'on appelle le mariage qui se fait entre l'eau et l'alcool, c'est très important quand vous mélangez 1 litre d'alcool avec 1 litre d'eau. Imaginons que les deux liquides sont à 10 degrés Celsius, si vous les mélangez d'un seul coup, le mélange monte aux alentours de 20 degrés Celsius. Pourquoi? Parce qu'il y a une friction qui s'opère entre les molécules d'eau et d'alcool. Et cette friction, elle peut créer des arômes déviants, ce qu'on appelle off flavors en anglais, des arômes qui sont de mauvaise qualité, ce qui fait que par exemple quand vous achetez une vodka très bas de gamme en grande surface, même à 37,5 degrés, vous mettez le nez dessus, vous avez l'impression que c'est de l'alcool à brûler. Et bien ça vient en partie d'une mauvaise dilution. Donc nous on fait toujours délicatement. Et sachez aussi qu'en mélangeant 1 litre d'eau avec 1 litre de rhum, ça ne fait pas 2 litres, ça fait 1 litre 975 et quelques, parce qu'il y a ce qu'on appelle la concentration, le phénomène de concentration qui va s'opérer, et ce qui fait qu'en fait il y a des trous dans les molécules, dans l'ADN de l'eau, des trous dans l'ADN de l'alcool, et elles vont s'assembler. Donc c'est ce qui permet aussi, c'est ce mariage qui permet de les rendre plus élégants. Donc ça c'est pour la dilution, voilà, on utilise de l'eau osmosée. Deuxième question, c'était en rapport, c'est une bonne question, avec le stock de rhum qu'il y a dans le monde, en fait, les vieux rhums. Alors sachez, pour vous qui écoutez, c'est un conseil d'amis pour les amateurs de rhum, c'est le bon moment de boire du rhum. Pourquoi? Parce que pour plusieurs raisons. Alors c'était encore plus le bon moment il y a 5 ans, parce que ça coûte encore moins cher et qu'il y en avait encore plus. Sachez que le rhum, quand on le distille, il sort de l'alambic, il est blanc, on peut le mettre dans une bouteille et le vendre sous l'appellation rhum. Ce n'est pas le cas du whisky. Le whisky, vous le distillez, vous êtes obligé de le mettre dans un fût pendant au moins 3 ans pour que ça s'appelle whisky. Donc traditionnellement, les producteurs de whisky, ils ont toujours mis du rhum dans leur... les producteurs de whisky, pardon, ils ont toujours mis leur liquide dans le fût, ce qui fait que le parc de fût des whisky est beaucoup plus grand que le parc de fût du rhum, parce que c'est seulement depuis quelques années qu'il y a un engouement pour les vieux rhums, ça n'a jamais été le cas. Je lisais l'autre jour un livre sur les cocktails des années 70, un livre sur les spiritueux des années 70, il y avait 1 page et demie sur le rhum, et tout ce qu'on parlait, c'était le rhum Negrita. Le rhum, qu'est-ce qu'on en faisait? C'était juste pour la cuisine. Donc vous voyez, à l'époque,
du rhum entrée de gamme qu'on mélangeait avec la cuisine. Donc à l'époque, on ne faisait pas vieillir le rhum. Et c'est seulement depuis quelques années qu'on fait vieillir ce rhum. Donc sachez qu'en fait, le stock de vieux rhum dans le monde, il est 5, 10, peut-être même 100 fois inférieur au stock de vieux whisky, ce qui fait qu'en fait, offre-demande, les vieux rhums devraient être beaucoup plus chers que les vieux whisky. Et aussi, si les États-Unis se mettent à boire du rhum vieux, comme les Européens l'ont fait sur les dernières années, parce qu'au final, le rhum vieux, moi je le vois en voyageant, c'est beaucoup à la mode en Europe. En Asie, ça commence, un petit peu à Singapour avec les barman, un petit peu en Australie, un petit peu au Japon, mais c'est encore aux prémices de ce que ça pourrait être. Et si les États-Unis se mettent à boire des vieux rhums comme ils boivent des vieux whisky, des vieux scotch, sachez qu'en 5 ans, le stock de vieux rhum dans le monde, il pourrait être balayé. Voilà. Donc les prix augmenteraient. Alors sachez, on fait peut-être bien de garder pour nous ce petit secret en Europe. Les vieux rhums, il faut continuer à les consommer en Europe. Forcément, c'est de notre intérêt à nous d'essayer de vendre aux États-Unis, mais sachez que face à Bacardi qui tire les prix vers le bas, il y a très peu d'intérêt pour des rhums haut de gamme, des rhums vieux aux États-Unis, en tout cas pour le moment. Ça commence à prendre, mais on a encore 5 ans avant que les Américains soient intéressés sur les vieux rhums. Voilà, je vais essayer de regarder les autres questions qu'on a. Je m'excuse, hein, j'essaie de répondre à tout le monde. Les Belges sont les meilleurs. Bonjour José Girona, bonjour Daniel Désirant, bonjour d'Asie, top, des gens jusqu'en Asie, et voilà. Alors, d'où est venue cette idée, les boulettes canon? Eh ben, les boulettes canon, l'idée c'était ça, avoir des rhums fumés, parce qu'on connaît les whisky tourbés, j'aime tout ce qui est fumé, la charcuterie, le saumon, la burrata fumée, les thés fumés, les whisky tourbés, et je voulais faire du rhum fumé, du rhum tourbé, voilà. Alors, on peut vous suivre sur les réseaux. Oui, on peut nous suivre sur les réseaux. Compagnie des Indes Rhum, voilà. Et puis sur Instagram aussi. Salut Florent, que tu une barrique et tu décides de refaire vieillir. Quel fût utilises-tu? Alors, les fûts, merci Luc pour ta question. Salut Luc de Belgique. Alors, salut Florent, que tu récupères une barrique et tu décides de faire vieillir. Alors, le type de fût qu'on utilise souvent, la philosophie, puisqu'on veut laisser le rhum exprimer ses propres arômes, l'idée c'est d'utiliser des fûts, ce que j'appelle un peu morts, des fûts qui ont peu de molécules, peu d'arômes à donner au rhum. Donc, qu'est-ce que je fais? Je prends des fûts qui sont ex-bourbon, souvent qui sont en plus ex-rhum, et dans lesquels on va remettre du rhum. Ce qui fait que le rhum, il va vraiment se confire au fil des années. C'est lui qui va exprimer ses arômes, plutôt que d'avoir un fût qui va vraiment lui imbiber des arômes pour lui dicter son caractère. Donc là, l'idée c'est ça, c'est de réutiliser des vieux fûts de rhum qui ont peu d'arômes, peu de choses à donner au rhum pour que le rhum vraiment réussisse à se confire au fil des années. Alors, initialement, tu achetais chez les brokers, maintenant que tu vas dans les distilleries, plutôt Pot ou Colonne. Alors, je continue à acheter aux brokers, hein, soyons honnêtes. J'achète encore aux brokers, j'essaie de plus en plus à acheter aux distilleries en direct, forcément. Je suis plutôt Pot ou Colonne, bonne question. Ça dépend du type de rhum qu'on va vouloir, ça dépend de combien de temps on va vouloir le faire vieillir. Il est certain que les potes, forcément, c'est en général plus charnu, plus opulent, mais parfois on n'a pas envie d'un rhum tellement expressif. Parfois on est à ce côté de l'apéritif, on a envie d'un rhum un peu plus léger, ce côté un peu plus épicé, parce que souvent en colonne on va avoir le côté boisé qui va donner un peu plus de son caractère. Donc voilà, c'est un peu l'idée. Ensuite, bonjour, vos propositions de bouteilles sont toujours attractives. Perso, je suis toujours attiré par le packaging. Merci. Merci à Cave Passion en Andorre. Bon voilà, bonjour à Rémi. Alors, comment est-ce que tu sélectionnes tes rhums? Laurent Cuvier. Eh ben, salut Laurent, bravo à toi aussi pour le podcast. Alors, comment est-ce que je sélectionne mes rhums? C'est vrai, c'est une bonne question. Alors, il faut savoir sélectionner des rhums qui nous plaisent, à nous en tant que sélectionneurs, embouteilleurs, mais pas que. Il faut savoir sélectionner des rhums de bonne qualité, parce que si j'embouteille que des rhums qui sont pour moi exceptionnels, je ne vais pas en sortir autant que ce que je sors aujourd'hui. Ce que je veux, c'est pouvoir prouver et montrer à mon consommateur des rhums honnêtes et toucher un panel assez large pour pouvoir faire rentrer des consommateurs nouveaux dans le monde du rhum à travers différents styles de rhum. Il y a des amateurs un peu moins avertis, des gens qui commencent avec des rhums très sucrés, très colorés, très faciles. On va leur donner, ces amateurs, des rhums plus Amérique latine, 8 ans d'âge en single cask, des rhums gourmands parce qu'ils ont toujours ce côté un peu plus vanillé. Souvent, c'est vieillissement en fût de chêne américain neuf, donc une extraction plus importante de la molécule de vanilline et un peu de cellulose. Voilà, donc en fait, l'idée c'est ça, sélectionner des rhums honnêtes, c'est important, des rhums authentiques, des rhums représentatifs de leur caractère,
de différents styles pour pouvoir flatter différents types de consommateurs. Quel est ton top 5 de la Compagnie des Indes? Je crois que j'y ai répondu tout à l'heure. Préparez-vous à un nouveau Barbade. J'ai des Barbades en stock, en vieillissement. Je ne sais pas encore quand ils seront prêts. Ça, seul le fût me le dira. C'est vieillir, quel fait tissu? Ok, ça c'est bien. Y aura-t-il un jour une sélection brute de colonne pur jus? Alors, Quentin, y aura-t-il un jour une sélection brute de colonne pur jus? Je sais que ça a été pas mal la mode ces dernières années. Moi, je suis un peu moins dans le monde des rhums blancs. Et j'ai eu la possibilité de le faire, mais j'avoue, c'est du travail aussi. Et je pense que il y a beaucoup de gens qui ont fait des très bonnes choses. Et du coup, je ne pense pas que ça soit vraiment une valeur ajoutée pour le monde du rhum si je venais à embouteiller un brut de colonne pur jus ou pas. Mais ne jamais dire jamais. Alors, Pascal, après les pépites Amden 24 ans, Enmore 29 ans ou encore ton Caroni 91, d'autres vont-elles arriver prochainement? Oui, j'essaie toujours de trouver des pépites. Il est vrai que malheureusement aujourd'hui, vous l'aurez compris, des rhums de 24 ans d'âge ou de 29 ans d'âge, je ne les ai pas achetés quand j'avais 4 ou 5 ans. Il est vrai qu'aujourd'hui, le marché étant de plus en plus tendu, il y a de plus en plus de demandes, c'est de plus en plus cher. Alors, parfois, je n'ai pas envie d'embouteiller des rhums juste pour les embouteiller à n'importe quel prix, parce que je ne veux pas léser mon consommateur, et j'ai des offres qui sont parfois ridicules. Donc, c'est de plus en plus difficile aujourd'hui de trouver des vieux rhums honnêtes et qui vont sortir à un prix qui me paraît honnête pour le consommateur. Voilà. Alors, Mathilde, salut Mathilde, Batavia Arak was funky. Oui, Batavia Arak, c'est vraiment funky. Alors, top 3, ok. Alors, rincez-vous les fûts avant. Ah, vous avez vu qu'il y avait quelqu'un qui m'appelait, d'accord. Rincez-vous les fûts avant finish. Alors, bonne question. Alors, ça dépend. En général, on s'arrange avec les producteurs. Déjà, quand on reçoit un fût qui est un ex-fût de vin, que ce soit Porto, Sherry, vin de Bourgogne, parce que parfois on a fait des fûts avec du Vosne Romanée ou du Pernod Vergelès, on s'assure déjà que les fûts, ils n'aient pas été méchés. Ce qu'on appelle méché, c'est on va mettre une mèche comme un énorme bout d'allumette, en fait, une mèche de soufre dans le fût. Ça, c'est ce que font les viticulteurs pour garder un fût d'une année à l'autre. Ils vont mettre une mèche de soufre, ils vont l'allumer, ça va aseptiser le fût, ils ferment le fût, ils le réutilisent un an plus tard. Nous, l'idée, c'est de ne pas utiliser ces fûts-là parce que le soufre, une fois qu'il est dans le fût, le vin, il a toujours un peu de soufre, donc ce n'est pas un problème. Les viticulteurs, ils rincent avant de remplir et ils mettent le vin dedans. Nous, si on est producteur de spiritueux et qu'on met le spiritueux direct dedans après qu'il soit méché, c'est la catastrophe. J'ai eu un fût comme ça parce que je n'ai pas pris le temps de sentir le fût avant de le remplir. Quand on a reçu le fût, j'avais demandé au producteur de ne pas le mécher, mais sans faire exprès de la mécher. Enfin, il n'a pas compris que je ne voulais pas de fût méché. Et du coup, quand j'ai mis le rhum dedans, et ben maintenant, 3 ans après, ce rhum, il sent encore un peu le côté œuf pourri. D'ailleurs, sachez que sur le marché, il y a énormément de rhums qui contiennent pour moi des défauts. Je ne mentionnerai pas de marque, mais il y a énormément de producteurs, et certains des grands producteurs dans des très belles bouteilles, qui embouteillent des rhums porte casque, sherry casque, qui pour moi ont des défauts. Quand on a travaillé dans le monde du vin, on est capable de ressentir immédiatement le soufre. Et le soufre, c'est un défaut dans le monde des spiritueux. Si vous avez ce côté un peu piquant, ce côté un peu allumette, ça c'est un défaut. Et souvent, les producteurs de spiritueux ne sont pas toujours au courant parce qu'ils font, surtout dans les Caraïbes, quand vous voulez faire venir des fûts de Sauternes, de Porto, de Sherry, et ben pour traverser les Caraïbes, pour traverser l'océan, il va falloir que le fût il soit aseptisé, sinon à l'intérieur ça va tourner au vinaigre et puis après vous ne pouvez pas l'utiliser votre fût. Du coup les producteurs, qu'est-ce qu'ils font? Ils mettent du soufre dedans, les producteurs de sherry, de vin, etc., de Sauternes. Quand vous le recevez dans les Caraïbes, vous allez le rincer et mettre votre spiritueux dedans. Ça n'empêche que même le rincer, ça ne suffit pas à enlever le côté soufré. Donc il n'y a que HSE, je crois, je ne sais pas si Cyril m'écoute ou pas, mais HSE, eux, ce qu'ils font, ils envoient du rhum chez les producteurs de vin, par exemple, avec marquis de terme. Ils mettent le rhum dans le fût après le soutirage du vin.
Donc il n'y a pas de rinçage, ils mettent le rhum dans le fût, ça aseptise le fût parce que c'est du rhum à haut degré, et là ils vont pouvoir transporter le fût dans les conteneurs sans que le fût il tourne au vinaigre. Voilà, ça c'est la seule et unique manière de faire un finish véritablement dans les Caraïbes avec un fût qui n'a pas été méché. Sans quoi, une grande majeure partie, je vous le dis, des fûts et des finishes dans des fûts de Porto, Sherry ou Sauterne dans les Caraïbes, et ben, très souvent ils comportent des défauts. Donc moi, quand je reçois mes fûts, je ne les rince pas s'ils ont eu du vin ou quoi avant, parce que je m'assure qu'ils n'aient pas été méchés, donc il n'y a pas besoin de les rincer. Au contraire, justement, le spiritueux, il va s'imbiber encore plus de ce vin ou de ce spiritueux ou de ce liquoreux auparavant. Alors, que penses-tu de l'IG Barbade? Ouh là là, on touche des sujets sensibles. Je pense que les IG, c'est une bonne chose et une mauvaise chose à la fois. Les IG protègent, mais les IG, le problème c'est que parfois elles brident l'innovation. Je pense que l'innovation c'est intéressant, on en voit énormément dans le monde du rhum de nos jours. Qu'est-ce que je pense de l'IG Barbade? Je pense que c'est une bonne chose pour la Barbade. Si ça crée plus de boulot à la Barbade, tant mieux. Après, moi, j'espère toujours pouvoir embouteiller des rhums de la Barbade. Et je ne pense pas que ce soit une mauvaise chose si on peut mettre Barbade sur notre bouteille plutôt que de ne pas avoir le droit de le mettre. Tout ça parce que le rhum, il a vieilli un peu plus longtemps en Europe. Au final, le rhum, il a vraiment été distillé à la Barbade. Voilà, je sais pas, c'est un peu comme le problème avec Worsley Park. Worsley Park, aujourd'hui, on n'a plus le droit de mettre le nom sur l'étiquette. C'est pas la faute d'Alexander, mais le truc, c'est que c'est les embouteilleurs indépendants qui ont fait connaître, si vous voulez, Worsley Park. Aujourd'hui, on n'a plus le droit de mettre le nom. Si on n'avait pas mis Worsley Park au départ, peut-être qu'aujourd'hui, il ne serait pas connu en Europe. Donc, l'IG Barbade, pour et contre à la fois. Voilà, des finishes spéciaux en vue. Hailey, alors Hailey oui, avec le boulet de canon numéro 8, donc fût de la Froueg. Ex-Sauterne, j'en ai quelques-uns, c'est en vieillissement. Qu'est-ce qu'il y a d'autre de rigolo? Fût de Calvados. Qu'est-ce qu'on a d'autre d'un peu rigolo? Ouais, non, c'est à peu près les deux trucs un peu atypiques. Armagnac aussi, voilà. Laurent, encore une question. Pour préciser ma question sur IAD sélection de fûts, j'imagine que tu as débuté avec les brokers. Travailles-tu toujours avec eux? Oui, bon, moi j'y ai répondu. Vas-tu sur place dans les distilleries? Oui, je vais sur place. Afficher plus. Fait ouvrir les portes. As-tu pu développer des rapports durables avec certaines distilleries? Oui, j'essaye, mais bon, il est vrai qu'il y a beaucoup de distilleries dans le monde. Si j'achète énormément à chaque distillerie, je vais avoir du mal à tout financer. Donc c'est un petit peu à chaque fois et un petit peu tous les ans ou tous les 2 ans ou tous les 3 ans. Voilà. Mais j'essaie effectivement de garder les contacts sur le long terme. Mais ça commence seulement, les réapprovisionnements chez eux. Bonjour, alors Maximilien, bonjour, tu penses faire des finishes en ex-fût de vin comme on peut le voir chez les whisky Castan? Oui, j'ai déjà fait, il y a à peu près 2 ans et demi, Latino en fût de Pernand-Vergelès rouge, Latino en fût de Vosne Romanée rouge et Caraïbes en fût de Pernand-Vergelès blanc. C'est quelque chose qu'on va reproduire puisque forcément je suis dans une région viticole, c'est assez facile avec pas mal de potes producteurs dans le coin de trouver des bons fûts. Des rhums vieux, il existait bien avant les années 70. Oui, je suis d'accord. Effectivement, Ray, tu as raison, il existait des rhums vieux avant les années 70. Cependant, il y avait très peu de demandes, donc c'était pas forcément très intéressant. En tout cas dans les années 70, parce que c'était une période un peu noire pour les spiritueux. C'était pas la période de la production de qualité. Il n'y avait pas tellement de demandes pour des rhums vieux dans les années 70. Mais je suis d'accord avec toi, effectivement, avant cette période, il y avait des rhums vieux et il y avait de l'intérêt pour les rhums vieux. Alors, j'essaie de gérer tout. Alors, les fûts, est-ce qu'ils sont toastés? Le toast, c'est souvent quelque chose qu'on utilise dans le vin. Moi, en général, mes fûts, ils sont ce qu'on appelle charred, ils sont brûlés à l'intérieur. Le fait de brûler un fût, ça crée une pellicule de charbon. Ce charbon, c'est un filtre naturel, puisque le fût, il faut l'imaginer comme le poumon du rhum, et avec les variations de température, parce que nous on a quand même pas mal de variations dans mon entrepôt, c'est -4 l'hiver, le pauvre Béranger, pensez à lui qui est dans l'entrepôt tous les jours en hiver, jusqu'à plus de 24 degrés pendant l'été. Donc le fût, il respire, en fait, il se contracte, il se contracte et puis il s'expande,
il s'agrandit. Du coup, à chaque fois qu'il y a de la pression, et ben, le spiritueux va extirper des mauvais alcools, des mauvais esters, et ce charbon, et ben, il permet d'être un filtre pour affiner le spiritueux. Donc mes fûts, ils ne sont pas toastés, souvent étant des ex-bourbon et ex-rhum, ils sont brûlés. Alors, voilà, mais il y en a des questions, il y en a. CDI se concentre principalement sur l'élevage. Oh, pardon. Alors, CDI se concentre principalement sur l'élevage. Jamais eu envie de sortir un blanc premium, réduction lente, CDI, etc. J'ai répondu, je crois. Ça m'a donné sauf tout ça, très bien. Alors, je vous fais une petite expérience avec le colorant caramel, pour ceux qui n'ont jamais vu. Je vais vous faire en l'espace de 4 secondes un Systema Solera 23 ans d'âge. Voilà. Donc, j'ai déjà posté une petite vidéo sur YouTube, on a une petite chaîne YouTube, j'avoue que je ne la tiens pas tellement à jour, mais vous pourrez regarder. Donc là, en fait, j'ai du colorant caramel. Alors vous me direz, tiens, pourquoi il a du colorant caramel, le mec, alors que normalement, il n'utilise jamais du colorant caramel. En fait, j'ai du colorant caramel parce que j'en ai commandé spécialement pour faire comment ça s'appelle, justement, des expériences comme celle-ci, quand je fais des masterclass pour faire comprendre aux consommateurs ce qu'est le colorant caramel. Donc vous voyez, le mur est blanc derrière moi. Je vais mettre quelques gouttes de colorant caramel et là, dans la seconde, j'ai fait un rhum, voilà, un petit Systema Solera, 23 ans d'âge, en l'espace d'une seconde. Donc, je ne sais pas si vous voyez la couleur du rhum. Donc le colorant caramel, ça n'a pratiquement aucun goût. C'est alimentaire, hein, forcément, on le met dans le Coca-Cola. 95% des spiritueux, ils contiennent du colorant caramel. Pourquoi? Parce que les multinationales, par exemple Chivas, tous les ans ils font du Chivas 12 ans, ils veulent pouvoir homogénéiser la couleur d'une année à l'autre pour pas que le consommateur se dise tiens c'est bizarre, pourquoi mon whisky il a changé de couleur cette année alors que c'est encore du 12 ans et que l'année dernière il était beaucoup plus coloré. Voilà, le colorant caramel c'est pour ça, donc la Scotch Whisky Association elle autorise l'adjonction de colorant caramel, le Calvados, le cognac, l'Armagnac, le rhum on n'en parle pas. Pour illustrer mes propos, là j'ai un livre qui s'appelle Le Nobilaire des eaux de vie de France, qui date de 1927, et c'est impressionnant de voir que déjà à l'époque, l'auteur il s'offusque de voir, en 1927, hein, donc ça fait pratiquement 100 ans, que les producteurs de fines, à l'époque la fine c'était la fine de cognac, que les producteurs de fines de cognac y mettaient du colorant caramel dans leur cognac, pour donner l'impression que les spiritueux étaient plus condensés. Ils mettaient aussi des arômes pour flatter le plus grand dénominateur commun, c'est ce qu'il dit dans le livre, donc pour pouvoir avoir le plus grand nombre de consommateurs, on se dit tiens, ça nous rappelle un peu quelque chose, c'est un peu ce qui s'est passé dans le monde du rhum ces dernières années. Alors j'en reviens aux questions, je m'excuse, hein, j'essaie de répondre à tout le monde en même temps. Alors, Johan, salut Flo, comment choisis-tu avec qui tu collabores en termes d'embouteilleurs indépendants? Quels sont les derniers embouteilleurs avec qui tu as travaillé et comment tu les as sélectionnés? Bon, c'est plus eux qui me sélectionnent que moi qui les sélectionne. Je ne travaille pas avec beaucoup, c'est 4 jusqu'à présent. Par confidentialité, je ne vais pas te donner leur nom, mais il n'y en a pas en France. Voilà, sachez-le. Tu as combien d'embouteillages depuis le début de la marque? Ça, il faut demander à José Girona, parce qu'il tient toute la liste, il la tient mieux que moi. Si on compte le nombre de single casques spécifiques, parce que quand on prend un single casque, voilà, par exemple, là, vous voyez, il y a le numéro du fût, mais le Brésil 8 ans à 43 degrés, j'en aurais peut-être fait 2 fûts, pratiquement similaires, c'est des fûts frangins. Donc, le numéro de fût peut changer. Si on compte tout le nombre de fûts exacts, on va dire à peu près 300, 320, je crois, 320 fûts, 320 références. Je fais aussi des références spécifiques pour certains cavistes qui font 150 bouteilles ou 80 bouteilles. Donc voilà. Les rhums, défauts. Quelqu'un qui est d'accord avec moi, tout à fait d'accord avec toi sur les rhums qui ont des défauts et justement ce côté soufré. Bon, voilà, quelqu'un qui connaît, Laurent, bravo, tu connais ce côté soufré. Sinon, depuis que j'ai gagné la chemise pour l'anniversaire de CDI, je n'ai qu'une envie, c'est de te la montrer en live. Très bien, avec plaisir, Laurent. Alors, j'espère que je ne suis pas trop ennuyeux. Hein, vous savez, c'est un peu la première fois que je fais ça. Quelqu'un qui boit du... Kevin, santé à toi, tu bois du République Dominicaine récemment embouteillé, le AFD à 43 degrés, 8 ans d'âge, en single case, super. Cheers, salut Elena, Elena de Suède, une super blogueuse sur le rhum et les spiritueux. Ensuite,
tu dans un futur proche étendre ta gamme de rhum agricole. Grégory qui me pose la question si je vais augmenter les rhums agricoles. Les rhums agricoles, c'est compliqué parce que quand on embouteille un rhum agricole, surtout AOC Martinique, normalement un rhum vieux, il doit être embouteillé en Martinique. J'ai déjà fait deux choses pas tellement très légales en l'embouteillant en Europe. Donc les rhums agricoles AOC Martinique en vieux, ça va être compliqué. Cependant, des rhums de style agricole de pur jus, je vais en embouteiller de plus en plus. J'en cherche de plus en plus. Voilà, on verra ce que ça donne. Un finish Pinot des Charentes. Pas pour le moment. Plantation en fait des bons. Donc je ne sais pas si ça vaut le coup pour moi d'en faire, mais j'essaierai peut-être. Alors, Olivier Laurent, pourquoi avoir choisi de mettre ton chai en métropole? Différence de température. Alors là, c'est vraiment une opportunité. Déjà, je suis basé en Bourgogne. Pourquoi je l'ai mis pour des questions d'efficacité, de rentabilité. Je suis plus proche. Si ça avait été dans les Caraïbes, ça aurait été beaucoup plus compliqué d'aller sur place. Et puis au final, si ça avait été le faire, par exemple, je dis n'importe quoi, à la Guadeloupe, s'il avait fallu faire venir les rhums de toutes les îles en Guadeloupe, puis après faire revenir les fûts sur place en Europe pour les embouteiller, ça n'aurait pas été vraiment très rentable ni très efficace. Laurent Lamour, tu es en Bourgogne, y a-t-il un point de vente? Des dégustations dans le coin sont-elles prévues? Toutes les dégustations, elles sont affichées sur Compagnie des Indes, on le dit à l'avance. En Bourgogne, ça dépend où tu es. Dijon, Beaune, Mâcon, on a des super cavistes qui nous suivent. Une fois encore, moi je ne vends pas sur mon site internet, j'ai toujours pris le parti de soutenir les cavistes indépendants qui sont mes ambassadeurs. Donc je renvoie toujours vers chez mes cavistes. Donc tu peux envoyer un mail à rom@compagniedesindes.com sur notre site internet. Tu me donnes ton adresse ou pas forcément ton adresse, mais en tout cas ton code postal, et puis je te donnerai les cavistes les plus proches de chez toi. Ensuite, Hello de la Réunion, un verre de grand arôme. Ah, super Sam, un verre de grand arôme, tu as vraiment de la chance. À quand un Foursquare 2006? 2006, c'est très précis. Je sais pas, je vais voir. C'est pas du 2006 que j'ai en stock, mais j'ai du Foursquare en stock. Donc gardez les yeux ouverts, il y en a peut-être pour d'ici peu de temps. Bonjour d'Hyper Boisson, salut Anthony. Anthony à Hyper Boisson, vous pouvez aller le voir à Dijon. Ils ont tous mes rhums et puis on a fait des embouteillages spécialement pour eux. Ils ont même eu des fûts en stock dans leur entrepôt, voilà, dans leur boutique, et on a embouteillé le soir même depuis le fût. Salut Hervé. Alors d'autres sujets que je voulais toucher, quelques sujets intéressants peut-être. Je suis assez content, j'ai vu toutes les questions. N'hésitez pas à poser les questions directement sur le feed, puisque du coup j'arrive à lire ces questions-là. Plusieurs sujets que je voulais toucher. Donc le colorant caramel, on a parlé, le mariage, la part des anges, l'humidité, le continental weather contre le tropical weather. Donc voilà, ça c'est un peu la polémique actuelle. Est-ce que c'est mieux le tropical vieillissement, le vieillissement tropical, ou est-ce que c'est mieux le vieillissement continental? Écoutez, moi je pense que ça fait à chaque fois de très beaux produits. Il y a des très mauvais produits dans les deux cas. Il s'agit de sélectionner les bons fûts. Je pense que le vieillissement tropical c'est top. Alors récemment, les gens qui ont fait beaucoup de buzz autour du vieillissement tropical, ils ont un peu changé leur fusil d'épaule. Maintenant, ils parlent de ce qu'on appelle distillery aging. Parce qu'effectivement, quand on pense à des distilleries comme, je dis n'importe quoi, comme Nine Leaves au Japon, c'est pas forcément un climat tropical. Pour autant, c'est honnête puisque c'est distillé sur place. Alors voilà, je pense qu'il y a des très bons rhums un peu partout dans le monde. Je pense que vieilli dans les tropiques ou en Europe, c'est deux styles différents. Ça dépendra de vous de trouver le style qui vous convient le plus. La seule chose, c'est qu'il est plus compliqué de faire des rhums bien balancés, vieillis dans les tropiques. Les grosses multinationales, elles ont 50 000 fûts en stock, 100 000 fûts en stock. Je vous défie de me prouver qu'ils vont goûter chaque année, chaque fût une fois par an. C'est pas possible. Donc eux, qu'est-ce qu'ils font? Ils embouteillent le fût, ils veulent un 10 ans d'âge, 10 ans plus tard, ils vont ouvrir le fût, ils vont soutirer avec tous les autres fûts, et puis si c'est pas assez bon, peut-être qu'ils vont édulcorer un peu, le travailler un peu, parce qu'au bout d'un moment, ça devient du jus de planche. Donc il faut faire attention à ce que le rhum ne devienne pas du jus de planche. Voilà, ça c'est important. On a des très très beaux whisky vieillis en Europe. C'est une manière comme une autre de vieillir un spiritueux. Je ne vois pas pourquoi ça ne pourrait pas être mis en place pour le rhum.
Je pense qu'un petit peu de vieillissement tropical, c'est bien. 100% ça peut être top, mais il faut vraiment bien sélectionner ses fûts, il faut vraiment bien surveiller ses fûts. Et il y a des petites distilleries qui le font avec merveille, ça c'est certain. Cependant, faire attention effectivement, tropical contre continental, je pense que les deux sont bons, ça dépend vraiment de vous et de l'embouteilleur aussi en question. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Les stocks de... Oui, le Solera, on en a parlé. Bientôt, on lance un blog avec Compagnie des Indes. Donc, ce sera sous le site internet de Compagnie des Indes. Il y aura un onglet blog. Voilà, plusieurs rubriques. Il y aura 10 questions à des gens comme Jimmy Yan, un très grand barman américain, Nico De Soto, un très grand barman français. Qui est-ce qu'on va interviewer d'autres? Emmanuel Dron de Old Alliance, l'un des plus gros bars à whisky au monde, avec une sélection de spiritueux exceptionnelle que j'ai visité à Singapour il y a 3 semaines. Voilà, donc suivez-nous. Il y aura aussi des adresses. Quand je vais dans certaines villes, forcément, je vois des bons restaurants et des bons bars, des bonnes liquor stores, des bons cavistes. Donc j'en ferai part pour toute l'Europe, Copenhague, Stockholm. Voilà, on vous fera des petits carnets de voyage. Qu'est-ce qu'il y aura d'autre? Et puis on a pas mal de contributeurs, de journalistes qui nous aideront à écrire des sujets vastes, divers et variés sur le rhum, mais pas que, parce qu'on veut ouvrir le monde des spiritueux, puisque c'est un monde merveilleux. Voilà, voilà un peu sur quelque chose que je voulais, certaines des choses dont je voulais parler. Il y a encore quelques questions qui sont passées. Alors, où est-ce qu'on en était? Super, il y a plein de questions qui sont arrivées. Alors, Thomas Rodriguez, je me serais bien venu porter volontaire pour surveiller ton chai de rhum en Guadeloupe. Je me doute, mon cher Thomas. Tu parlais de grand arôme tout à l'heure. Peux-tu me donner la définition technique, nous dire si la Compagnie des Indes en a dans ses références et me renseigner aussi sur l'appellation triple arôme? Alors, les grands arômes, qu'est-ce que c'est? Alors ça c'est intéressant, on peut en parler. Le grand arôme, c'est des rhums qui sont beaucoup plus chargés en composés volatiles. Il y a ce qu'on appelle les congénères, il y a aussi ce qu'on appelle les alcools supérieurs. Si tu parles anglais, Ray, je ne sais pas, on a travaillé pendant 2 ans avec l'Institut de la Vigne et du Vin à Dijon sur un projet pour lequel j'avais pris un stagiaire. Donc on a fait 2 modalités différentes de fermentation de mélasse. On a fait ce qu'on appelle une fermentation de mélasse qu'on a laissée sur lit pendant 3 mois. Ça veut dire que la fermentation a été effectuée, puis on a laissé cette espèce de moisissure, peut-être des bactéries, des champignons se développer à la surface. Et les levures, une fois mortes, elles remontent à la surface, c'est ça qu'on appelle les lits, et elles vont créer du gras dans un vin. Là, pour le spiritueux, ça va le faire. Donc on a fait 2 modalités différentes. On a distillé une mélasse vieillie, enfin fermentée, puis laissée 3 mois sur lit, et une mélasse fraîchement fermentée. On a ensuite fait une distillation pot still et une distillation column still, et on a analysé au réfractomètre et avec des outils très précis. Ils ont des machines qui valent plus d'1 million d'euros à l'Institut de la Vigne et du Vin de Bourgogne. Donc ça nous a permis d'avoir des choses très très précises. Et il s'avère qu'effectivement, quand on laisse un rhum vieillir plus longtemps, enfin en macération après sa fermentation, on va le laisser à part. Souvent, c'est ce qu'on appelle les open air fermentation, des fermenteurs ouverts sur l'univers aux alentours. On le voit chez Onden, on le voit chez Worsley Park, on le voit d'Amoiseau, par exemple. Et bien ça, c'est que les petites bactéries autour de la distillerie vont apporter un arôme à ce rhum. Donc le fait de vieillir, de fermenter lentement et de laisser ensuite sur macération, on le voit chez DDL aussi, Diamond Distillers à la Guyane, et ben ça crée des arômes des rhums beaucoup plus chargés en ester, en alcool supérieur. Ces alcools supérieurs, ils sont véhicules de certains arômes. Par exemple, l'acétate d'éthyle, c'est la résultante d'une piqûre acétique qui a lieu. La piqûre acétique, c'est ce qui arrive au vin quand il tourne en vinaigre, l'acidité, piqûre acétique. Si on devait distiller un vinaigre, eh ben on aurait ce côté un peu rhum jamaïcain, parce que c'est quoi? C'est l'acétate d'éthyle qui s'est estérifié, donc c'est l'estérification, la piqûre acétique qui s'est estérifiée et qui a créé ce côté vraiment très funky, très expressif. Donc les grands arômes, tout comme les Jamaïcains high ester, ce sont des rhums qui sont issus d'une fermentation un peu plus longue, une fermentation moins contrôlée, et surtout une fermentation qu'on va laisser un peu plus évoluer dans le temps avant la distillation. C'est ça qui va créer des spiritueux plus aromatiques. Il faut savoir que vous avez beau être le meilleur distillateur au monde, avec le meilleur alambic au monde, si on vous donne un produit mal fermenté
à distiller, vous ne ferez jamais un spiritueux aromatique. Tous les arômes que vous retrouvez dans votre spiritueux, même 25 ans plus tard, après bien 25 ans de vieillissement, alors pas tous parce que le fût va apporter des arômes, mais en tout cas, une grande partie des arômes que vous retrouvez dans un spiritueux 25 ans plus tard, ils ont été créés à un seul moment critique, à la fermentation. La fermentation, elle peut aller de 24 heures jusqu'à 2 semaines. Les multinationales, elles ont besoin de fermenter et de fabriquer très rapidement. Du coup, qu'est-ce qu'elles font? Elles vont fermenter sur 24 heures et là, on crée moins d'arômes. Donc, on est dépendant des fûts pour apporter des arômes au rhum. Alors que des gens comme Savannah, par exemple, avec leurs grands arômes, Hamden, des distilleries comme DDL avec son DHE, Diamond High Ester, ils vont créer des rhums très expressifs, très chargés en arômes, en ester. Et c'est ça qu'on va appeler donc, des rhums grands arômes ou des grands rhums high ester. Pour être très honnête, le triple arôme, je ne sais pas ce que c'est. Il faudra demander à Sam Pitarch de Savannah ou peut-être à d'autres. Je n'ai jamais entendu parler du triple arôme. Quentin, est-ce normal d'en trouver en grande surface? De quoi? Des rhums de Compagnie des Indes? Non, ce n'est pas normal. On se bat pour pas que ça soit en grande surface parce que c'est de la concurrence déloyale à nos cavistes. Souvent, si c'est en grande surface, c'est malheureusement que c'est des cavistes qui l'ont vendu ou parfois des spécialistes du parallèle, ce qu'on appelle le parallèle basé en Hollande, des grossistes qui revendent à la grande surface, mais au final, c'est rarement moins cher en grande surface que chez les cavistes, donc je recommande d'aller chez les cavistes qui ont toujours des bouteilles ouvertes et qui vous feront découvrir des nouveaux produits. Guillaume Brunet, alors comment as-tu pris les techniques d'assemblage? Comment as-tu appris les techniques d'assemblage? Je suis un peu un imposteur parce que j'ai essayé. Voilà, à force on a appris ça un peu dans le monde du vin quand j'ai fait mon master. On apprenait à faire du vin un peu ce côté, on avait un peu d'œnologie et de viticulture. Et il est vrai qu'on apprenait un peu à mélanger, à blender certains types de cépages. Et je pense que c'est de là que je me suis un peu inspiré pour les blends, pour les rhums. Mais en gros, c'est pas compliqué. Quand vous partez avec des rhums de qualité, déjà, que vous les mélangez, vous pouvez pas forcément faire un mauvais rhum. Après, ce qui est plus compliqué, c'est de réussir à créer le rhum exact que tu avais en tête au moment de la création de ton spiritueux. Donc, te dire que tu veux un rhum rond, gourmand, mais avec cette fin de bouche un peu épicée, là, ça va être plus compliqué parce qu'il va falloir utiliser peut-être la barbade pour le côté puissant, chaleureux, le côté plus fruité, végétal avec Trinité Tobago, et puis une fin de bouche épicée, on a ce côté fumé, la Guyane anglaise. Laurent Cuvier, qu'est-ce qui te fait triper en rhum ces derniers temps? Ceux sur lesquels tu prends le plus de plaisir? J'avoue que je suis un grand fan de Savannah. J'adore Chantal Comte. Elle avait fait beaucoup d'embouteillage pendant une période. Je sais qu'aujourd'hui c'est plus compliqué pour trouver des rhums à bon prix pour elle. J'adorais certains des arbres du voyageur. Qu'est-ce qu'il y a que j'ai goûté chez Plantation? J'ai goûté je crois que c'est Trinidad vieilli en fût de whisky tourbé, il me semble. Non, c'est celui vieilli en fût de comment ça s'appelle? Pardon. Teeling, c'est celui en fût de Teeling qui est très bon. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Et puis après, moi forcément j'ai vu que j'ai certains de mes rhums en stock pendant le confinement avec mon papa, on en a profité un peu. Des vieux emboutteillages du Danemark, des vieux Guadeloupe, des choses comme ça. J'adore les rhums agricoles, mais les rhums agricoles vieux. C'est comme moi je suis bourguignon, j'adore les vins de Bourgogne. Cependant les Bordeaux, ça peut être exceptionnel, il faut vraiment que ce soit vieux et que ça ait vieilli. Pour moi les rhums agricoles, ils ont vraiment besoin de vieillir dans le temps, ils ont ce côté tellement succulent sur le long terme. Voilà Laurent pour ta question. Écoutez, je crois que j'ai répondu à peu près à toutes les questions. Alors je vous demande une minute, je vais aller regarder si j'ai d'autres questions sur l'ordinateur. Le setup n'est pas des meilleurs ici. Alors, écoutez, comment tu as pris les techniques d'assemblage? Non, écoutez, voilà, je crois que j'espère que c'était intéressant. Je crois qu'on a un peu tout dit. J'en profite pour vous montrer un peu nos bureaux. Voilà, nous, c'est un peu tiki, Compagnie des Indes. C'est pas très bien rangé. C'est les bureaux Compagnie des Indes. On a des œuvres d'art Compagnie des Indes. Voilà, on a des beaux bateaux parce qu'on aime la British Navy. Des bateaux, voilà, encore une fois, encore des œuvres d'art. Ça, c'est le Rhum Club à Reims qui m'a fait ça, donc merci à eux, super. Et voilà quoi. Voilà un peu ce qu'il en était pour Compagnie des Indes. Merci à tous.
Est-ce que tu seras présent à Spa cette année en octobre? Normalement oui, espérons que le coronavirus soit décimé d'ici là. Merci à vous de me remercier. Merci à vous d'être des ambassadeurs, des fans de Rome, parce que sans vous, on ne serait pas là de nous. Donc merci à vous pour tout ça. N'oubliez pas, comme je le dis à la fin de chacune de mes masterclass, le but c'est d'éduquer le consommateur. Avec la confrérie du Rhum, on a de la chance. Petit à petit, soyons indulgents, mais soyons éducateurs. Éduquez vos proches, éduquez vos amis quand vous posez une bouteille de rhum sur la table, pas forcément de Compagnie des Indes, mais c'est quand même mieux. Quand vous posez une bouteille de rhum Compagnie des Indes sur la table, n'hésitez pas à leur expliquer, le rhum c'est pas toujours sucré, le rhum c'est pas toujours vanillé, voilà, le rhum ça peut avoir tellement plein d'autres types d'arômes. Éduquez-les pour qu'ensemble on fasse tous un meilleur monde du rhum et qu'on se batte contre les pirates. Voilà, donc embarquez tous avec moi sur la flotte de Compagnie des Indes. Merci à la confrérie du Rhum. Merci à vous tous que je vois tout le temps sur les salons. Désolé, je ne suis pas très bon physionomiste et je suis nul en nom, mais je me souviens de vous. Donc n'hésitez pas à me rappeler où est-ce qu'on s'est vu. En général, je me souviens. Voilà. À très bientôt pour une masterclass Compagnie des Indes chez votre caviste ou sur un salon. Voilà. Merci à tous et n'hésitez pas à m'envoyer des questions sur le site internet ou sur notre Facebook. Allez, salut Géry, salut.